Pendant des décennies, Philippe Bouvard a fait rire toute une nation sans jamais révéler le silence qui l'attendait une fois rentré chez lui. Derrière l'esprit acéré et les plaisanteries quotidiennes se cachait un homme façonné par la peur, la perte et toute une vie de conversation inachevée. Aujourd'hui, tandis que sa voix se fait plus discrète et que ses apparitions publiques s'estompent, le récit que l'on croyait connaître commence à se fissurer. Ce n'est pas l'histoire d'un humoriste qui vieillit, c'est l'histoire d'un survivant qui n'a jamais vraiment cessé de fuir. Une enfance bâtie sur l'absence et la peur. La vie de Philippe Bouvard n'a pas commencé dans le confort ni la protection. Elle a commencé par un abandon si brutal et si total qu'il a laissé une fracture permanente. Le jour même de sa naissance, son père a quitté la maternité sans se retourner, emportant avec lui non seulement sa présence, mais aussi les bijoux et les économies de son épouse. Pour un nouveau-né, cet acte ne signifiait rien. Pour l'homme que Philippe allait devenir, il signifiait tout. Il instaurait un schéma qui se répéterait tout au long de sa vie. Des attachements qui disparaissent sans prévenir, une stabilité qui arrive toujours trop tard, et l'attente silencieuse que rien n'est fait pour durer. Sa mère, Andrée, dut tout reconstruire à partir de rien. Opticienne de métier, elle travailla sans relâche pour subvenir aux besoins de son fils, tout en tentant de le protéger de l'obscurité grandissante qui enveloppait l'Europe. Elle porta ce fardeau seule pendant des années, jusqu'à sa rencontre avec Jules Lusato. Jules était tout ce que le père biologique de Philippe n'avait pas été, présent, structuré, patient. Philippe le décrira plus tard non comme un beau-père, mais comme son véritable père. Jules l'éleva avec soin et discipline, lui offrant un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Mais l'histoire eut peu de pitié pour ce bonheur fragile. La guerre effaça toute illusion de sécurité. Lorsque l'occupation commença, l'enfance de Philippe se dissout en une succession de cachettes. Pendant 4 ans, sa vie fut définie par le mouvement et le secret. La famille changea sans cesse d'adresse, fuyant les arrestations, les dénonciations et les confiscations. Leurs biens furent saisis, leurs habitudes disparurent. Leur monde se réduisit à ce qui pouvait être transporté discrètement et expliqué rapidement. Philippe apprit, bien avant l'adolescence, à écouter le danger et à rester invisible. Les pertes n'étaient pas abstraites. Des membres de la famille de Jules furent déportés et assassinés. L'absence devint définitive et non provisoire. Philippe n'assista pas directement à la mort, mais il en ressentit la présence partout, dans les silences autour de la table, dans les noms que l'on ne prononçait plus, dans les adultes qui vieillissaient soudainement du jour au lendemain. La peur n'était pas une émotion passagère. C'était une condition de la vie quotidienne. L'école n'offrit aucun refuge. Philippe erra d'un lycée à l'autre, exclu pour indiscipline et absentéisme. La structure semblait étrangère à un enfant élevé dans l'instabilité. L'autorité était incohérente. Les règles paraissaient arbitraires. Il n'appartenait à aucun lieu, porté partout par les circonstances plutôt que par le choix. Même lorsque la paix revint, les réflexes de survie ne s'effacèrent pas. Des années plus tard, Philippe évoquera cette période sans embellissement. Il ne la dramatisait pas, il la réduisait à l'essentiel, la peur, le mouvement, le silence. Il expliquait avoir compris très tôt que trop parler pouvait être dangereux, sauf si l'on faisait rire. L'humour, pour lui, n'a pas commencé comme un divertissement. Il a commencé comme une protection. Le rire détournait l'attention. L'esprit redirigeait le regard. Il lui permettait d'exister sans être interrogé. Cet instinct ne l'a jamais quitté. Même lorsque la célébrité est arrivée, même lorsque sa voix a rempli les radios et les studios, l'enfant effrayé est resté présent. Il a simplement appris à parler plus vite, plus fort, plus incisivement que la peur, non pour l'effacer, mais pour la tenir à distance. Échec, humiliation et naissance d'une voix publique.
Lorsque Philippe Bouvard atteignit l'âge adulte, la survie avait déjà façonné ses réflexes, mais elle ne lui avait donné aucune direction. Il savait encaisser la pression, s'adapter, continuer d'avancer, sans pour autant savoir où il allait. Dans la France d'après-guerre, la légitimité passait encore par l'éducation, et Bouvard ne parvint jamais à se l'approprier. Il échoua 3 fois au baccalauréat, chaque tentative renforçant le même message. Il n'entrait pas dans le moule. Pour quelqu'un déjà marqué par l'instabilité, ses échecs ressemblaient moins à des revers qu'à la confirmation qu'il était définitivement à côté du système. Lorsqu'il entra dans un centre de formation au journalisme réputé à Paris, cela sembla être une rédemption. Pour la première fois, ses instincts paraissaient s'accorder avec une institution. Cette illusion s'effondra rapidement. En quelques mois, il fut renvoyé, jugé pas fait pour le journalisme. L'appréciation officielle fut humiliante. Pire encore, l'administration l'accusa de rédiger des devoirs pour ses camarades contre de l'argent, transformant une stratégie de survie en faute morale. Une fois de plus, l'autorité lui ferma la porte. Une fois de plus, on lui signifia qu'il n'avait pas sa place. Sans diplôme ni filet de sécurité sociale, Bouvard erra. Il accepta tous les emplois qu'il trouva. Vendeur d'encyclopédies, travailleur du commerce, survivant au jour le jour. Rien de tout cela ne lui apporta du prestige. Mais cela renforça quelque chose d'essentiel, l'indépendance. L'écriture demeura son point d'ancrage, non parce qu'il croyait qu'elle le sauverait, mais parce qu'elle était le seul endroit où le chaos pouvait être ordonné en sens. Durant son service militaire, il rédigea une revue de régiment, découvrant que même face à un public minuscule, les mots pouvaient influencer l'humeur, le moral et l'attention. Son véritable accès au journalisme se fit dans la discrétion. Un ami l'aida à obtenir un poste de coursier au service photo d'un grand quotidien. La fonction était subalterne, invisible et facilement remplaçable. Mais Bouvard la considéra comme un apprentissage. Il observait les rédacteurs se disputer, les reporters négocier, les photographes lutter pour leur place. Il étudiait la hiérarchie sans y participer. Peu à peu, il écrivit des légendes, puis des notes, puis de courts articles. La progression ne vint pas seulement du talent, mais de la patience et de l'observation. Vers le milieu de la vingtaine, il obtint sa carte de presse et une chronique régulière. Il écrivait sur la vie parisienne, la société, les habitudes, les contradictions. Son ton était incisif, ironique, volontairement dépourvu de sentimentalisme. Les lecteurs suivirent, les rédacteurs l'encouragèrent, les rivaux le remarquèrent. Le succès arriva soudainement, mais il eut un coup moral. Lorsqu'il quitta une rédaction pour une autre, son arrivée entraîna l'éviction d'une journaliste respectée. Les conséquences se déployèrent lentement, mais de manière dévastatrice. Des années plus tard, après une longue dépression, elle mit fin à ses jours. Bouvard qualifiera cet épisode de plus grand remords de sa carrière, reconnaissant son rôle sans chercher à s'absoudre. Dans le même temps, sa vie privée se fissurait. Il se maria jeune, dissimula une part de son identité et apprit à jouer la stabilité plutôt qu'à la ressentir. La notoriété amplifia les tentations. Il reconnut plus tard que la popularité avait altéré son jugement, menant à des infidélités répétées. Son épouse endura, choisissant la continuité plutôt que la rupture. Sur le plan professionnel, pourtant, Bouvard s'éleva. Sa plume devint redoutée. Son esprit se fit arme. Il comprit que le public français acceptait la cruauté à condition qu'elle soit enveloppée de charme. Il maîtrisa cet équilibre. Ce faisant, il cessa de seulement survivre. Il commença à influer sur le cours des choses. Mais la domination avait un prix, et le silence qui attend au-delà du rire finirait un jour par en réclamer le paiement. Quand le rire est devenu pouvoir, et que le pouvoir a attiré le danger. La radio a transformé la vie de Philippe Bouvard d'une manière que ni la presse écrite ni la télévision n'auraient pu accomplir. Non parce qu'il rêvait de devenir un amuseur, mais parce que la radio a donné une présence à ses mots. Lorsqu'il s'est installé derrière le micro,
il était déjà un journaliste reconnu, respecté et redouté pour sa plume acérée. Mais la radio offrait l'intimité, l'illusion de la proximité. Elle permettait à sa voix d'entrer dans les cuisines, les voitures et les chambres, abolissant la distance entre celui qui parle et celui qui écoute. Cette proximité allait devenir sa plus grande force, puis, avec le temps, sa plus grande vulnérabilité. Lorsqu'on lui proposa d'animer une émission culturelle quotidienne à dominante humoristique, Bouvard hésita. Il avait passé des années à construire sa crédibilité comme observateur sérieux de la société. Le divertissement lui semblait être un détour. Pourtant, la fin des années 1970 marquait une période de transition dans les médias français et il y perçut une opportunité. Il accepta. La réaction fut immédiate. Ce qui n'était qu'une émission devint rapidement un rituel. Les auditeurs ne se contentaient pas d'écouter pour rire. Ils écoutaient pour appartenir. Bouvard ne criait pas, ne jouait pas. Il modérait, piquait, orientait. Son autorité reposait sur le timing, non sur le volume. Avec le temps, l'émission se transforma en institution culturelle. Les écrivains affûtaient leurs idées sous son regard. Les acteurs mettaient leur esprit à l'épreuve. Les intellectuels apprenaient la retenue. Les humoristes apprenaient à survivre. Philippe Bouvard contrôlait l'espace non par la force, mais par le rythme. Il décidait quand le rire éclatait, quand il s'éteignait, et quand le silence pouvait s'installer. L'influence s'accumulait discrètement. Sans détenir de pouvoir politique ou économique, il façonnait les réputations au quotidien. Mais le pouvoir public attire le danger privé. À la fin des années 1970, Bouvard utilisa sa tribune pour dénoncer la mythification croissante d'un criminel notoire qui fascinait la presse. Il publia plusieurs chroniques virulentes pour condamner l'idée que l'éloquence et le succès littéraire puissent racheter la violence. Il avertissait que transformer un ennemi de la société en figure culturelle n'était pas du courage, mais une capitulation. Sa position était morale, non sensationnaliste. Or, la morale protège rarement ceux qui l'expriment à voix haute. Des années plus tard, après la mort de ce criminel, la police découvrit parmi ses effets personnels des photographies de la maison et des véhicules de Philippe Bouvard, ainsi que des éléments laissant penser à une attaque planifiée. Bouvard ne l'apprit qu'après coup, comprenant qu'il aurait pu être la prochaine cible. L'information arriva tard, mais elle bouleversa tout. Ces mots n'étaient pas restés théoriques. Ils avaient pénétré un monde où l'offense avait un prix. Le danger réapparut avec une clarté terrifiante plusieurs années plus tard. Un soir, après l'enregistrement de son émission, un homme l'approcha devant le studio et tira à plusieurs reprises. L'arme était rudimentaire, mais l'intention était incontestable. Bouvard fut blessé, hospitalisé et confronté à une réalité brutale. Les voies publiques ne sont pas à l'abri de la violence privée. L'agresseur invoqua des motivations délirantes, convaincu que Bouvard faisait partie d'un complot politique. Ce qui hanta le plus Bouvard ne fut pas la fusillade elle-même, mais la reconnaissance. Il avoua plus tard avoir remarqué cet homme dans le public plusieurs jours auparavant. La raison était simple et glaçante. C'était le seul qui ne riait jamais. Pour un homme dont la vie était consacrée à provoquer le rire, ce silence apparut, avec le recul, comme un avertissement qu'il n'avait pas su entendre. Malgré tout, Philippe Bouvard retourna au micro. L'émission continua. Les plaisanteries reprirent. Mais l'humour avait changé de sens. Il n'était plus seulement un art ou un plaisir. Il était devenu une armure, et parfois, une cible. Le jour où le microphone lui a été retiré. Le pouvoir, lorsqu'il est détenu pendant des décennies, se dissout rarement avec dignité. Il ne prend pas sa retraite. On le retire. Philippe Bouvard l'avait compris bien avant que cela n'arrive, même s'il refusait de se l'avouer ouvertement. Après avoir passé l'essentiel de sa vie adulte au cœur de la radio quotidienne, il commença à percevoir un glissement subtil mais indéniable. Le média qu'il avait contribué à façonner évoluait, et cette évolution ne se faisait plus autour de lui.
Le public vieillissait en même temps que lui. Les dirigeants scrutaient les tendances plutôt que les traditions. Ils voulaient du renouveau, des voix plus jeunes, un rythme plus rapide, moins de référence à un passé commun. Le tempo que Bouvard avait contrôlé pendant des années changeait sans lui demander son avis. Le premier avertissement survint au début des années 2000, lorsque la direction décida de l'écarter temporairement au profit d'un animateur plus jeune. Officiellement, il s'agissait d'une expérimentation. Officieusement, en entrant dans sa 80e année, l'illusion de permanence se dissipa. Philippe Bouvard n'avait jamais envisagé la retraite au sens traditionnel. Le travail n'était pas une carrière pour lui. C'était une structure. Il donnait un sens à ses journées, imposait une discipline et tenait le silence à distance. Le silence était dangereux. Il faisait remonter les souvenirs, la peur de l'enfance, la perte, le regret. Le micro avait toujours maintenu ces choses à une distance supportable. Lorsque la décision finale tomba, elle arriva en douceur, enveloppée de formules polies. L'émission continuerait. L'institution survivrait. Seul son fondateur se retirerait. Il n'y eut ni scandale, ni humiliation publique. Les communiqués parlaient d'évolution, de transmission, de renouvellement. Bouvard acquiesça publiquement, exprima son soutien et félicita son successeur. Mais intérieurement, l'épreuve fut dévastatrice. Il décrivit plus tard ce sentiment non comme de la colère, mais comme du chagrin. Perdre le micro, c'était perdre le rythme. Pendant près de 40 ans, sa vie avait suivi une cadence quotidienne dictée par l'horaire de diffusion. Sans cela, les journées s'étiraient. Le temps devenait plus dense. Les applaudissements qu'il orchestrait autrefois appartenaient désormais à d'autres. Le rire continuait, mais sans lui au centre. Il ne disparut pas complètement. Il accepta des formats plus modestes, répondre aux questions des auditeurs, proposer de courts éditoriaux, apparaître occasionnellement. Mais ses rôles se situaient en périphérie. Il n'avait ni l'autorité, ni l'intimité qu'il avait autrefois exercée. Le centre avait avancé sans lui. Il demeurait présent, mais n'était plus indispensable. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la perte d'influence, c'était la perte de la routine. La routine avait été sa défense contre l'immobilité. Et désormais, l'immobilité l'entourait. Sans le microphone, il fut contraint d'affronter ce qu'il avait évité toute sa vie. Un temps sans structure, des journées sans urgence, une existence qui n'était plus organisée autour du fait d'être entendu. Pour Philippe Bouvard, l'immobilité n'a jamais été la paix. C'était l'exposition. Vieillesse, mémoire et le poids silencieux du remords. Dans la nonantaine, Philippe Bouvard ne mesure plus ses journées à l'aune de la productivité ni de l'audience. Le temps a imposé son propre rythme, son corps a ralenti, son ouïe s'est affaibli et sa vue ne lui obéit plus sans effort. Les apparitions publiques sont désormais rares et lorsqu'il se montre, il n'y a plus de rôle à tenir. L'homme qui dominait autrefois les conversations parle avec précaution, parfois lentement, conscient que chaque mot pèse davantage qu'avant. Il partage son temps entre Paris et Cannes, privilégiant la discrétion à la présence, le retrait à l'insistance. À Cannes, il se rend souvent au casino. Non par excès ni par illusion, mais par habitude. Le jeu fait partie de sa vie depuis le début de l'âge adulte. Les rituels du hasard, la pause avant qu'une carte ne se retourne, le calcul silencieux, l'acceptation de la perte, lui sont familiers. À ce stade, gagner compte moins que reconnaître des sensations connues. Le casino offre quelque chose de structuré, prévisible dans son imprévisibilité. Il a décrit ces années comme ses derniers moments d'émotion. Une formule qui ne traduit ni le désespoir ni l'espoir, mais la lucidité. Ce que le temps n'a pas adouci, c'est la mémoire. À mesure que les obligations professionnelles s'estompent, le passé ressurgit avec plus d'insistance. L'enfant qui a vécu caché pendant la guerre revient. La peur ne crie pas, elle murmure. Les membres de la famille, qui ne sont jamais revenus de la déportation, demeurent présents par leur absence.
Le père qui a disparu à la naissance et réapparu des décennies plus tard, non pour se réconcilier mais pour demander de l'aide, a laissé une blessure qui ne s'est jamais refermée. Bouvard se souvenait lui avoir répondu avec une amertume contenue, puis l'avoir congédié, portant depuis la tristesse de cette rencontre. Plus persistante encore est la culpabilité. Lorsqu'il a évoqué publiquement la journaliste dont la carrière s'est brisée après qu'il l'a remplacée, il n'a pas cherché l'absolution. Il a reconnu la chaîne des événements avec sobriété, la dépression, l'isolement, la mort. Il a admis que le succès n'efface pas la responsabilité, que le pouvoir exercé sans réflexion laisse des traces plus durables que les applaudissements. Son mariage perdure comme un paradoxe de résilience et de compromis. Des décennies marquées par le déséquilibre et l'infidélité ne l'ont pas détruit. Son épouse a choisi l'endurance, estimant que la continuité comptait davantage que le jugement. Bouvard a reconnu que sans elle, sa vie aurait peut-être sombré silencieusement depuis longtemps. L'âge l'a dépouillé de toute bravade. Il ne recherche plus l'admiration. Il parle de fatigue, de limite, de cette réalité que vieillir n'offre aucun rappel. Lorsqu'on lui demande comment il souhaite être retenu, sa réponse est d'une modestie déconcertante. Il rejette l'idée de postérité. Il affirme avoir simplement occupé sa place longtemps, travaillé sérieusement, puis s'être retiré lorsque le temps l'exigeait. Il évoque la mort sans panique, mais sans réconfort. L'idée d'un néant sans fin l'inquiète. À 95 ans, il a annoncé son retrait définitif, sans drame, sans amertume, juste le temps de cesser de remplir le silence, le temps de l'accepter. Philippe Bouvard n'est pas arrivé à la vieillesse dans le spectacle. Il y est parvenu dans la réflexion, portant une vie marquée par la survie, l'influence et une tristesse qui n'a jamais demandé à être résolue. Pensez-vous qu'une vie passée à faire rire les autres puisse dissimuler une douleur personnelle ou ne fait-elle que la retarder? Partagez votre avis dans les commentaires et, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires vraies derrière les légendes publiques, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester avec nous.